Bonjour à tous, merci d'être là. Merci d'avoir choisi cette conférence parmi les multiples conférences qui vont parler de la CSRD. On a fait le choix avec l'équipe d'un angle. Tout le monde, je pense, a déjà entendu parler de l'éco-anxiété. Il y a un nouveau syndrome qui se développe en ce moment qui s'appelle la Data Point Anxiety. Je vois que ça vous parle, c'est bien. Et donc, en fait, on a voulu aborder le sujet de la CSRD parce que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les entreprises, qui est un sujet de transformation en ce moment. Mais on avait envie aussi de le remettre à sa juste place dans l'importance qu'il doit prendre et surtout la manière dont on peut avoir envie de l'aborder. Vous, qui êtes peut-être responsable RSE, peut-être responsable juridique, peut-être membre de la direction financière de votre entreprise ou tout simplement dirigeant de l'entreprise à laquelle vous appartenez. Alors pour ce faire, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau trois pionnières. Pionnières parce qu'elles ont chacune à leur niveau défriché la CSRD, franchi les étapes de la découverte et de la mise en œuvre de cette réglementation un peu avant les autres. Voilà, donc je voulais d'abord accueillir Marie-Laure Le Chevalier, qui fait partie de l'équipe de Des enjeux et des hommes, et qui a la responsabilité, on appelle ça chez nous le lead practice. Donc c'est la personne qui, d'abord en laboratoire, et puis de manière ensuite très concrète sur le terrain, crée des méthodologies, les teste auprès des clients, les adapte pour qu'elles soient concrètes, opérationnelles, intelligibles, et qu'elles aident les entreprises avec qui nous travaillons à progresser. Merci Marie-Laure d'être avec nous ce matin. Ensuite, je vais le faire dans l'ordre. J'accueille Camille Monroe. Sophie, pardon. Sophie, je recommence, c'est pour ça qu'il ne fallait pas inverser, c'est de ma faute. Sophie, excuse-moi. Et donc Sophie, tu portes les sujets RSE au sein de EasyCash. Alors EasyCash, je pense que tout le monde connaît l'enseigne. C'est le leader de l'achat-revente de produits d'occasion. On est vraiment sur un sujet très important aujourd'hui qui est celui de l'économie circulaire, de l'accès aux biens de consommation au plus grand nombre, mais de manière responsable. Et quelques chiffres, c'est 260 millions de chiffre d'affaires et déjà 150 points de vente en France. Merci Sophie d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Et EasyCash fait partie de ces entreprises qui sont très à la pointe des sujets sur la responsabilité, que ce soit au sein de la communauté des entreprises engagées pour la Convention des entreprises pour le climat, que ce soit dans les réflexions sur la raison d'être ou les sociétés à mission. Et donc avec l'équipe, et on en parlera tout à l'heure, ils ont décidé de franchir l'étape de la CSRD avant que ce soit obligatoire. Et puis enfin, Camille. Merci aussi Camille d'être là. Tu portes les sujets au sein de l'équipe de direction de Lefebvre Sarru. Alors on a nommé Lefebvre Dalloz. Lefebvre Dalloz appartient au groupe Lefebvre Sarru. Il y a peut-être des juristes dans la salle. Levez la main les juristes. Voilà. Alors vous avez des collègues juristes qui connaissent très bien Lefebvre Dalloz, puisque c'est une entreprise qui est le leader de la connaissance juridique, voilà, qui rend les textes complexes intelligibles et pour les experts et pour les non-experts. Et donc la CSRD ferait évidemment partie de ces sujets. Deux petits chiffres pour vous donner des repères. On est sur 8 millions de chiffre d'affaires, de clients. Sur 8 pays. Ah non, pardon. Autant pour moi, j'ai mal écrit. Alors, pardon, 34 millions, ça c'est bon. Voilà. Et donc, sur 8 pays, excusez-moi. 34 millions d'utilisateurs. 34 millions d'utilisateurs, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure dans la capacité à faire en sorte qu'un sujet complexe, juridique, un peu latin, puisse être appropriable par les équipes métiers, pas uniquement les spécialistes du droit dans vos entreprises. Alors, on va commencer tout de suite par une question fondamentale. On a articulé cette présentation en 4 grandes questions. La première, c'est comment est-ce qu'on peut faire de la double matérialité un outil stratégique, quelque chose qui va être utile au pilotage de l'entreprise, qui va l'aider à prendre des bonnes décisions.
et donc quelque chose qui irait au-delà du simple reporting. Marie-Laure, je me tourne vers toi, peut-être pour commencer à répondre à cette question. Ça fait à peu près 10 ans que les entreprises formalisent des démarches RSE. Il y a eu des premiers reportings, notamment sur la DPEF depuis à peu près 7 ans. Finalement, en quoi la CSRD apporte quelque chose de nouveau et de peut-être utile pour les dirigeants des entreprises dans cette dimension stratégique ? Merci Olivier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la CSRD, c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour le management, très concrètement dans nos missions, à plusieurs égards. La première, c'est parce qu'elle repose sur une approche très robuste. Donc on est vraiment sur des apports scientifiques, prospectifs et des retours d'experts. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est difficilement contestable et qui plaît en tout cas aux directions. La deuxième raison pour laquelle ça plaît autant aussi et que ça prend une dimension stratégique, c'est qu'elle repose sur un double prisme, le prisme que vous connaissez par cœur de la matérialité financière et de la matérialité d'impact. Et donc, par ce biais, ça met vraiment en lumière en fait, des enjeux qui sont liés au business, très clairement, et qui portent sur des fragilités stratégiques pour l'organisation, soit qui vont l'empêcher de se développer, soit qui peuvent même remettre en question son modèle d'affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant en ça, mais pas que, c'est pas que les côtés négatifs et la mise en danger de l'entreprise, c'est aussi la partie vraiment la résilience de l'organisation. On va pouvoir mettre en lumière les sujets qui sont des leviers de création de valeur durable. Donc ça, c'est vraiment très très puissant, en tout cas au quotidien auprès des clients qu'on accompagne. Et cette dimension va nous permettre de pouvoir prendre les partis pris stratégiques des organisations, de poser la juste ambition, en tout cas au niveau des directions, pour asseoir un plan de transition opérationnel et le piloter par la suite. Donc ce que j'entends, c'est qu'en fait, peut-être plus aujourd'hui que par le passé, la CSRD, elle va permettre de vraiment impliquer l'équipe dirigeante, de faire le lien avec les sujets de la stratégie d'affaires, du business. Et donc, je vais me tourner vers nos témoins pour savoir un peu comment ça s'est passé, puisqu'on a la chance d'avoir des entreprises et des équipes qui ont passé du temps dans les derniers mois à travailler là-dessus. Alors Camille, peut-être à ton niveau, comment les choses se sont passées sur cette dimension stratégique ? Alors, pour nous, ça a été un exercice extraordinaire, et notamment l'analyse de double matérialité. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on considère que l'analyse de double matérialité, c'est un outil d'analyse stratégique au même titre et complémentaire des outils classiques que peuvent être le SWOT, le PESTEL, la matrice BCG. Il est vraiment essentiel. Et je vais vous donner quelques exemples concrets d'apport. Ça a éclairé pour nous un positionnement qu'on n'avait pas identifié, un levier de différenciation véritablement sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour nous, c'est un sujet stratégique en soi, comme pour tellement de gens. On travaille déjà depuis longtemps dessus. On a sorti le premier outil européen d'IA juridique. Mais en fait, en faisant la matrice de matérialité, on s'est rendu compte que ce n'était pas le quand qui était le plus important, mais le comment. Et nous, notre spécificité, c'est qu'on travaille ces sujets-là de façon éthique. Et on a positionné dans nos 5 priorités stratégiques l'IA éthique dans l'innovation responsable. Et on ne l'avait pas positionné comme ça avant. Un autre exemple, qui était pour nous un total angle mort, ça vous paraîtra sans doute incroyable, mais on ne l'avait pas vu, c'est la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, ça fait partie des sujets qu'on doit analyser. Et on avait par ailleurs un enjeu d'engagement des collaborateurs important pour le groupe. On n'avait pas fait le lien. Or, on a une culture d'entreprise qui est très très forte, avec une mission qui est de garantir l'accès aux droits, avec des actionnaires qui sont des familles, donc qui s'inscrivent dans le temps long génétiquement, j'ai envie de dire. Quand on parle de durabilité, c'est important. Et en fait, on ne le portait pas du tout autant qu'on le pouvait auprès de nos collègues. Donc voilà, du coup, on a fait de la culture d'entreprise, et vraiment après cette analyse-là, on a fait de la culture d'entreprise l'axe principal d'engagement des collaborateurs. Et un dernier exemple, c'est une repriorisation de certains sujets. La cybersécurité, évidemment, on l'a travaillé, mais là, on l'a remis tout en haut de la pile, parce qu'il était tout en haut à droite des matrices. Ou l'environnement. L'environnement, ce n'était pas un sujet évident ou évidemment majeur pour un groupe comme le nôtre, qui n'est pas forcément le plus grand pollueur. Et en fait, après l'analyse de matérialité, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on prenne
plus encore le taureau par les cornes. Donc il y a eu un vrai impact stratégique de la CSRD, à commencer par le premier exercice, qui est l'analyse de double matérialité. Génial. Et Sophie, au niveau d'EasyCash, est-ce que la CSRD a été abordée comme le énième exercice de reporting ou est-ce que vous avez eu envie de lui donner une autre dimension, sachant que vous étiez déjà, et je l'ai dit tout à l'heure, impliqué dans beaucoup de réflexions assez pionnières sur le sens de l'entreprise? Alors chez EasyCash, on était à un moment clé, nous, du changement du modèle de gouvernance. Et donc, on a décidé d'intégrer ces réflexions-là au cœur de la gouvernance d'EasyCash et du coup, accompagné par mon entrée dans le comité de direction. On a mis au cœur du business model la durabilité et ça nous a permis de donner toute la hauteur à ce sujet-là, CSRD, et pas uniquement un sujet RSE. Effectivement, tu le disais, on a été société à mission en juin et la CSRD nous a permis de nous outiller, de nous donner un cadre méthodologique pour identifier les sujets RSE, être sûr qu'on était exhaustif, parce qu'on abordait les sujets un petit peu comme tout le monde en fonction des opportunités qu'on avait, et aussi de les prioriser, parce qu'on s'est doté de plusieurs feuilles de route suite à notre parcours de la CEC, mais également société à mission. On avait besoin d'aligner un petit peu toutes ces feuilles de route-là. Et donc la CSRD a été un super outil pour nous pour cadrer et structurer l'ensemble de ces sujets-là. Donc CEC, j'en ai parlé en introduction, mais c'est bien la Convention des entreprises pour le climat. Alors, donc on voit que c'est un outil très précieux pour les dirigeants si on arrive à amener les dirigeants dans la conversation sur le sujet, à partager les résultats. Tu disais tout à l'heure, Marie-Laure, on est sur l'existant, mais aussi sur du prospectif. Donc on peut aussi projeter son entreprise, projeter son modèle. Maintenant, comment est-ce qu'on passe d'un exercice? Je pense que beaucoup de personnes dans la salle sont soit en train de le faire, soit en train de se poser la question de comment le faire. Il existe des lignes de discussion entre pilotes RSE que certains d'entre vous connaissent par cœur, sur lesquelles vous partagez un peu vos inquiétudes sur comment réaliser l'exercice. Est-ce que c'est possible ou pas de faire de ce travail sur la CSRD et la double matérialité quelque chose qui va être motivant? Et est-ce qu'on peut peut-être évoquer la manière de l'aborder qui serait, je parlais tout à l'heure de la data point anxiety, mais je pense que voilà, il y a vraiment peut-être une manière d'amener le sujet ou de le voir dans l'entreprise qui pourrait être différente. Comment toi, est-ce que tu le perçois aujourd'hui, Marie-Laure? Merci Olivier. Effectivement, ce qui est intéressant, ce qu'on voit dans les missions, enfin, avec les clients qu'on accompagne, c'est que la CSRD, elle va permettre de réconcilier finalement la durabilité avec la stratégie d'affaires et l'équation économique de l'entreprise. Donc en ça, c'est vraiment puissant. On va notamment faire le travail sur la chaîne de valeur et sur le travail de qualification des impacts, des risques et des opportunités. Et c'est très utile pour l'organisation. Ça permet de prendre du recul sur un certain nombre de sujets. Donc, dans le cadre des missions qu'on réalise, on fait évidemment des entretiens et des ateliers collectifs. Mais on s'efforce de faire 3 choses pour que cet exercice soit vraiment motivant. Le premier, c'est de faire le lien entre les métiers. Parce que en faisant ça, on permet à chacun de comprendre l'impact de la durabilité sur son métier et puis aussi les incidences concrètes de la CSRD sur son périmètre d'activité. Donc en ça, c'est intéressant. La direction va faire le lien avec les sujets stratégiques, business de l'organisation, et puis les métiers avec vraiment la dimension opérationnelle de leurs activités. Donc ça, on voit que c'est un levier qui parle tout de suite et qui enthousiasme parce que les liens se font très très rapidement. Le deuxième levier qui est aussi important pour nous et on s'attache à mettre en place, c'est de pouvoir détecter les freins au changement. La CSRD, vous le savez, c'est un projet transversal, c'est compliqué et par ce biais-là, l'expertise qu'on a là-dessus, du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir trouver les bons leviers d'accompagnement humain qui sont adaptés à l'organisation pour que ce projet soit une réussite finalement en quelque sorte. Et puis la dernière chose qu'on s'attache à faire, c'est aussi que chaque personne puisse comprendre les interactions qu'il a avec ses parties prenantes et en quoi son métier va se transformer et va être amené à bouger pour innover et puis pour co-construire les solutions de demain. Super, merci. Et on a, Marie-Laure et moi, la chance d'accompagner pas mal de projets de ce type-là. Je pense que l'exercice, si on devait en citer un, de travail sur la chaîne de valeur, c'est un super exercice où vous mettez autour de la table des gens et sans citer l'entreprise, je me souviens de quelque chose qu'on a fait il y a 3 semaines où une personne disait « Ah bon, on fait comme ça ?» Ben oui.
En fait, les différentes briques de l'entreprise, par cet exercice, comprennent les enchaînements et parfois découvrent des choses qu'ils n'avaient pas complètement en tête, ce qui explique parfois une complexité qu'ils ont à gérer en aval. Donc notamment sur la manière d'acheter, ça arrive très souvent. Et donc voilà, c'est très intéressant de prendre la vision globale. Merci Marie-Laure. Alors Sophie, je me tourne vers toi. Chez EasyCash, on a la réputation d'être passionné. En tout cas, c'est ce qu'on ressent au quotidien quand on travaille avec vous. Est-ce que la CSRD, ça a passionné votre codir et vos équipes ou pas ? Alors, on pensait évidemment que non, mais on a eu la chance de travailler sur ce projet-là de manière volontaire et en anticipant nos obligations. Et ça, c'est un premier des sujets. Quand on est volontaire à faire quelque chose, on y met forcément un peu plus d'envie. Et la deuxième chance qu'on a eue et que j'ai eue, c'est que j'ai une directrice générale qui est hyper engagée et qui a souhaité mettre les mains dans le cambouis et identifier avec nous les sujets ESRS et les fameux IRO. Et donc, ça a été un sujet hyper intéressant qui a permis vraiment de donner le prisme stratégique du modèle d'affaires versus la CSRD. Et ça, c'est vraiment pour nous un point fort de la façon dont on a fonctionné. Tu le disais, Olivier, ça permet aussi de désiloter certains sujets. Alors nous, chez EasyCash, on n'est pas nombreux, on est 70 au siège. Et pour autant, on se rend compte qu'on a très vite fait de travailler en consanguinité avec nos métiers et de ne pas trop lever le nez et de savoir ce que les collègues du bureau d'à côté font. Et donc, ça a eu cette vertu-là pour nous de permettre d'échanger autour de la chaîne de valeur. Et enfin, Marie-Laure, pardon, je te rejoins, d'intégrer les parties prenantes. On l'a fait à 2 titres, nous. Le premier, c'est d'interviewer nos parties prenantes pour essayer d'avoir un regard extérieur sur l'identification de nos IRO. Et le deuxième, on ne l'a pas encore fait, mais ça ne devrait tarder. On va faire notre première réunion de comité de mission et on a prévu de leur présenter les résultats de la double matérialité pour justement les intégrer directement dans ces sujets-là et faire de ce comité-là un comité qui nous apporte de la valeur. Donc ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Effectivement, Olivier, notre DG qui a réalisé certaines réunions de travail de 3 heures autour des IRO, nous a cité une phrase qu'on a beaucoup aimée, c'est qu'elle ne pensait pas sortir d'une réunion de 3 heures de CSRD et de trouver ça super passionnant. Donc ça nous a fait chaud au cœur parce qu'après 3 heures de travail acharné sur la cotation des IRO, ça fait du bien de se rendre compte que ça a du sens pour nous de le faire et de ne pas uniquement descendre une grille et mettre des cotations en face. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour les gens dans la salle là, qui sont en train de réfléchir à comment aborder le sujet, parce que levez la main ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un IRO. Madame, vous sortez, s'il vous plaît. Non, je fais ça. Est-ce que vous pouvez vous pencher vers votre voisin de droite ou de gauche pour lui demander? Donc, impact, risque, opportunité, c'est la manière, c'est les différents angles avec lesquels on va regarder un enjeu. Est-ce que mon business model génère des impacts sur la planète, la société, positifs ou négatifs? Et puis les risques et opportunités, c'est plus classique. C'est est-ce que les sujets de durabilité, si je les traite plus ou moins bien, peuvent générer des risques pour mon entreprise ou au contraire m'ouvrir des opportunités, notamment de différenciation, mais pas que. Ça peut être de meilleure rentabilité aussi. Alors, c'est important parce que on a évoqué les parties prenantes. Nous, chez Des Enjeux des Hommes, on considère que soit vous avez déjà travaillé et interrogé votre écosystème, et donc vous connaissez les sujets qui intéressent vos parties prenantes, vos clients, vos partenaires d'affaires, etc. Et on va compléter un travail sur la CSRD, soit vous ne l'avez pas fait. Et nous, on propose systématiquement d'aller s'ouvrir à l'écosystème. Parce qu'une CSRD hors sol, ça va cocher les cases de la réglementation, mais ça ne va pas vous aider à mieux manœuvrer votre entreprise. Et donc, nous, systématiquement, on va vous proposer d'aller vous ouvrir à votre écosystème. Moi, je dis souvent aux clients, quitte à passer autant de temps et à dépenser autant d'argent, autant que ce soit vraiment un outil d'aide à la décision et qui aide vraiment qui crée de la valeur pour l'entreprise. Alors, Camille, peut-être je me tourne vers toi. Donc, on dit, cette étape d'embarquement des équipes, elle est importante. Comment toi, tu le vis? Et puis, quel peut-être conseil tu peux donner aux gens qui nous écoutent par rapport à ça? Merci. Alors, en fait, je suis complètement ce que vous avez dit, hein, Sophie et Marie-Laure. Pour moi, il y a
deux leviers qui sont clés. Entrer très vite dans le concret. On parle beaucoup de stratégie, mais il faut quand même rendre très vite concret les travaux qu'on mène. Et puis le lien avec le business, parce que ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. On est quelque chose d'à côté, qui est gentil, qui est pour la planète, mais à un moment donné, les gars, on doit faire du business. Donc en fait, on passe notre temps à répéter, démontrer les liens avec le business. Après, pour embarquer et donner envie, pour nous, un des tricks, ça a été de le jouer en pionnier, justement, ce que tu disais tout à l'heure. On a voulu avancer comme ça. Alors, il se trouve que c'est notre métier, hein, le droit, mais c'était la première fois qu'on le prenait aussi fortement de cette façon. On a commencé l'analyse de double matérialité avec vous, comme de la R&D, avant même que les textes soient vraiment secs. Donc, c'était un petit travail d'équilibriste. Et ça nous a amusé. Ça a amusé le CODIR. Et même les collaborateurs, à vrai dire. Et aujourd'hui, c'est un motif de fierté que d'y avoir été comme ça. Ensuite, pour le CODIR, on les a associés au moment clé de la démarche. On ne s'est pas lancé une fois qu'ils étaient d'accord et on est revenu une fois qu'on avait les résultats. Notamment, on a eu un atelier avec eux de 3 heures aussi. Ça doit être le bon timing. On a pris chaque enjeu et on leur a demandé, voilà, maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que celui-là, vous voulez qu'on le traite en se disant on va être juste conforme? Est-ce qu'on va le traiter comme un risque? Ou est-ce qu'on va se donner une ambition supplémentaire et plus positive? Et est-ce qu'on va en faire un levier de différenciation? Donc voilà, ils ont positionné la création de Wire. Ils en ont pris conscience parce que c'est eux qui l'ont exprimé, en fait. Ils ont donné le niveau d'ambition. Donc après, quand on est passé au niveau des équipes, c'était beaucoup plus simple. Et je trouve intéressant cette notion de pionnier parce que dans la salle, il y a peut-être des entreprises qui ne sont pas soumises à la CSRD cette année ou qui ne vont peut-être même pas reporter en 2026 sur l'exercice 2025. Levez la main ceux qui sont très très à l'avant-garde et qui ont encore plus d'1 an devant eux. Génial. Donc là, la carte du pionnier, ça marche très bien. Donc être avant, et encore, hein, parce que quand Camille dit on a défriché, on disait... les documents sont sortis du four, ils sont encore chauds, on les regarde pour essayer de comprendre comment les traduire. On en était vraiment là. Et on s'est tapé dans la main avec Camille et son équipe en disant on est d'accord qu'on va débroussailler. Et donc on a eu envie de faire ça ensemble. Mais il peut y avoir d'autres leviers. Je prends un exemple, on accompagne une entreprise aujourd'hui qui a des restaurants. D'accord ? C'est pas tant le fait d'être pionnier qui a fait la différence, c'est qu'à un moment donné, la personne qui était pilote, elle travaille aussi sur la relation client. Qu'est-ce qu'on met dans l'assiette des clients, comment on a une bonne relation avec eux, comment ils font comment on fait pour être une enseigne appréciée. Et donc on a fait des focus group avec des consos et on s'est rendu compte que les consos, ça les passionne ces sujets, qu'ils ont un niveau de maturité beaucoup plus élevé que ce qu'on imaginait. Et donc on peut revenir vers le CODIR en disant la CSRD, c'est pas des cases à cocher pour faire la compliance. C'est le business de demain. Il faut qu'on comprenne et qu'on arrive à trouver les bonnes priorités et les bons niveaux d'action. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire que ce qui a fonctionné pour les gens qui sont sur l'estrade ne fonctionnera pas à l'identique chez vous. Et ce qui est drôle, c'est de trouver la clé ensemble. Alors, bon, tout ça a l'air passionnant. Maintenant, la vraie question, même si on sait qu'on a peu de recul, c'est est-ce que ça a porté des fruits? Est-ce que ça a eu des impacts? Alors peut-être Camille, je te repasse la parole. Est-ce que vous avez pu voir peut-être en interne, en externe, voilà, des bénéfices, des acquis de ce travail qui a été fait pendant plusieurs mois? Ouais, nous, en interne, déjà, le premier grand bénéfice, et à vrai dire, on est parti de là, on n'est même pas parti de la loi, ça a été de prioriser nos actions. Et au début, enfin, même on y a pensé avant même de connaître la double matérialité, et après on a découvert que c'était le bon outil pour le faire. Donc la première chose, c'est ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on avance sur ces sujets RSE, avec quelque chose de solide, des priorités qui sont claires, qui sont fines,
et qui permettent d'enclencher un plan d'action. L'autre chose clé, c'est qu'on a une méthode qui fait que ces priorités, elles ne sont pas rechallengées. Et on raconte toujours, on revient toujours à voilà comment on y est arrivé. On a interrogé des experts, on a interrogé au total 1200 personnes. On utilise toujours ce 1200 quand on n'a pas le temps, les 1200 data points. Okay. On a interrogé 1200 personnes qui ont contribué à cette priorisation. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, d'abord, donc nous, on est solide, on sait pourquoi on fait les choses, mais tous les collaborateurs le savent. Et maintenant, on ne se concentre pas sur rechallenger les priorités, mais sur l'action. Et ça c'est assez précieux. L'autre chose, c'est que maintenant, on peut répondre à la demande de contribution des collaborateurs de façon beaucoup plus claire. Je ne sais pas si ça vous arrive dans vos entreprises, mais nous, on a passé de nombreux mois, et presque années, oui, avec des collaborateurs qui disaient mais moi, je veux apporter ma pierre à l'édifice, moi aussi, je veux faire quelque chose en environnement, en social, en éthique, ce que vous voulez. Et on ne savait pas trop bien leur répondre. On disait ouais, attendez, ça, je ne sais pas si c'est prioritaire, bon, ça, faites-le si vous voulez. Et en fait, on a pu revenir aujourd'hui, on sait leur dire, voilà, on a besoin de vous pour ça. Ça, c'est pas tout de suite, ça, c'est peut-être dans 2-3 ans. Ça, non, bah non, désolé, c'est pas une priorité, mais on sait leur dire pourquoi. Et ils sont OK avec ça. Donc voilà, on a une direction qui est claire et on avance bien et tous ensemble. Et ça, c'est aussi une question que vous allez vous poser, pas tout de suite, mais bientôt. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans les 2 années qui vont suivre celles où vous allez faire votre double matérialité? Mon sentiment, c'est que il faut qu'on sache quelles sont les attentes de notre écosystème et puis après, il faut agir. C'est bien d'avoir un KPI, mais ce qui est intéressant, c'est que le chiffre qui est devant le KPI, il bouge. Et donc, moi, je trouve qu'il y a des cycles de 3 ans. 1 an pour se poser des questions sur les enjeux, 2 ans pour agir et avoir de l'impact sur le terrain. Donc ça aussi, c'est important dans les choix que vous ferez dans les prochains mois et dans les prochaines années. Ça, c'était en interne. En externe, vous avez eu aussi peut-être des bénéfices de cette démarche pionnière, parce que c'était aussi ça, votre envie, c'était d'être parmi les explorateurs du sujet. Ouais. Oui, en fait, notre métier, c'est de décrypter le droit pour nos clients et de les former et de leur donner des outils pour le mettre en œuvre. Donc, en fait, simplement, on a été capable et on est aujourd'hui capable de le faire en connaissance de cause, parce qu'on s'est appliqué à nous-mêmes cette législation. Et surtout pour nous, c'est très important de ne pas juste vendre de la conformité. On ne va pas très loin si les gens, nos clients, font les choses par la contrainte. Aujourd'hui, on est capable de leur dire en quoi c'est un levier pour eux de transformation, de business, de développement, voilà, en l'ayant vécu nous-mêmes. Et ça, je trouve que si dans la salle, j'aime bien faire lever les mains, pardon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des entreprises B2B, qui ont des clients B2B? Ouais, pas tant que ça. Ouais, il y a mon chef qui vient de dire oui. Alors, typiquement, si vous n'êtes pas soumis à la CSRD, mais que vos clients y sont soumis, y aller en pionnier et comprendre de quoi ils parlent et savoir ce que c'est qu'un DR, un DP, un IRO, etc., ça peut à un moment donné alimenter une conversation sur les sujets de préoccupation de vos clients. Donc voilà, on n'est pas obligé d'attendre la voiture balai de la réglementation pour se lancer dans le sujet. Merci Camille. Alors Sophie, je me tourne vers toi. Alors c'est vrai que chez EasyCash, vous êtes un tout petit peu... vous avez démarré un tout petit peu en décalé par rapport à l'EFEF Saru, mais est-ce qu'à ton niveau aussi, tu vois des bénéfices à la démarche qui est en cours, qui n'est pas complètement achevée? Pour vous donner une idée du timing, nous on a démarré le sujet en avril avec vous et on y voit aujourd'hui deux avantages. Le premier, c'est l'alignement, je le redis, mais des feuilles de route. Nous on était engagés dans plusieurs démarches. La CE, c'est la feuille de route raison d'être, la feuille de route société à mission, la feuille de route RSE et la feuille de route stratégique de l'entreprise. Autant vous dire qu'on empilait les couches en travaillant tous avec des indicateurs et parfois même des doublons. Et donc finalement, on a pris cette CSRD comme feuille de route chapeau. Et ça, pour nous, ça a eu vraiment un réel intérêt de simplification de notre pilotage de ces sujets-là. Le deuxième, c'est qu'on est une tête de réseau et qu'on se doit d'embarquer 140 franchisés. Donc les franchisés, chez nous, ce sont des entrepreneurs qui ont 10 collaborateurs en point de vente et qui ne sont pas soumis à la CSRD, mais qui le seront prochainement. Et nous, on a comme volonté d'être une franchise responsable et donc de montrer un petit peu la bonne ligne à ces magasins-là. Évidemment, on ne leur parle pas de ESRS, de Data Point ou de Hero, parce qu'ils nous regarderaient bizarrement.
mais on leur parle d'opportunités de créer de la valeur dans leur commerce, de défier les fragilités stratégiques des années à venir, ou encore de transformer notre business model à 2030 pour qu'il soit encore pérenne et rentable pour eux. On n'oppose pas bien sûr les deux, et je vous assure que ce sont des sujets qui leur parlent. Donc pensez aussi à l'ensemble de votre chaîne de valeur. Vous avez une capacité d'influencer des petites entreprises. Vous allez leur demander s'ils ont fait leur bilan carbone. Vous allez leur demander s'ils connaissent leur stratégie RSE. Rien que d'aller solliciter sa chaîne de valeur, on va faire bouger les petits commerçants ou en tout cas l'ensemble des petites et moyennes entreprises qui ont besoin de cet accompagnement-là, je pense, pour passer à l'étape supérieure. Et c'est intéressant parce qu'en effet, tout le monde, je pense, a en tête le fameux scope 3 quand on parle de carbone. On pourrait étendre le concept de scope 3 à tous les sujets de durabilité, c'est-à-dire quand ça dépasse ma capacité d'action directe et que j'ai des gens en amont ou en aval que je dois interroger, que je dois motiver. Et donc, en effet, la chaîne de valeur, nous, on trouve que c'est vraiment un exercice très intéressant pour aller identifier là où il y a des sujets. Parce qu'en fait, quand vous faites la chaîne de valeur, vous positionnez, attention, maintenant tout le monde est expert, les héros dans la chaîne de valeur. À quel endroit j'ai un risque ? À quel endroit j'ai un impact ? Et des fois, ça peut être très en amont. Et donc ensuite, la question, c'est qu'est-ce que je fais pour limiter ce risque ? Et donc, quelle est l'action que je vais mettre en place ? Donc, c'est très pédagogique quand c'est bien fait et qu'on prend le temps. Et ça aussi, on a parlé d'ateliers de 3 heures. Je pense que, sans vouloir être méchant, les gens qui vous vendent une CSRD autogénérée par une IA, à mon avis, même si c'était bien fait, vous font passer à côté de l'opportunité d'aller embarquer les personnes qui sont dans vos équipes et qui sont vos partenaires d'affaires. Et c'est ces personnes qui vont faire le changement et l'impact. Donc voilà, cocher les cases de manière automatique, c'est sûrement pas la bonne solution, même titre, c'est peut-être plus rapide. En tout cas, c'est pas ce qu'on vous recommanderait. Et je pense que les gens qui travaillent sur l'IA éthique vous diraient la même chose que moi. En tout cas, peut-être Marie-Laure, te donner. Donc là, on est parti du retour d'expérience un peu et des bénéfices des 2 entreprises qui étaient très à l'avant-garde de tout ça. Toi, ton rôle un peu dans l'équipe, c'est d'avoir un coup d'avance, c'est de réfléchir non pas aux 6 prochains mois, mais aux 5 ou 10 prochaines années. Comment tu vois, toi, ce qu'une entreprise petite ou grande peut attendre de cet exercice de double matérialité et ce travail de structuration via la CSRD ? Ce qui est intéressant, et je le vis et je le vois avec les équipes qui reviennent au bureau, c'est qu'il y a vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose de précieux, d'important pour l'organisation. Pourquoi ? Parce que ça soulève 2 niveaux de transformation de l'organisation. Un premier niveau qui est assez classique finalement, qui est l'amélioration continue. Donc on vise à aller toujours dans une démarche de progression, en tout cas sur ces sujets-là. Et la dimension que va apporter la CSRD à cet égard, c'est qu'on va être en mesure de comparer les données et les entreprises les unes aux autres et d'avoir des données fiables. Donc en tout cas, sur cette démarche d'amélioration continue, on va avoir un autre angle. On était déjà habitué à le faire, mais on va avoir cette comparabilité qui va venir un peu challenger tout ça. Et surtout, et à notre sens, en tout cas au cabinet, c'est la clé, il y a un deuxième niveau de transformation qui va être beaucoup plus structurel, beaucoup plus profond, qui est celui du questionnement du modèle d'affaires. Ça s'inscrit dans la durée, ça prend du temps. Même les décisions managériales liées à ça ne se font pas pour faire un exercice de reporting. C'est souvent des choses qui prennent du temps, même si les grandes orientations stratégiques sont posées. Et ce qu'on essaie de faire à cet égard, en tout cas au sein du cabinet, il y a déjà un certain nombre de missions où on est engagé en ce sens, c'est qu'on fait appel à nos experts sur la raison d'être, qui est un petit peu la boussole de contribution que l'organisation souhaite avoir, ou à nos experts de transformation des modèles d'affaires. Et ça nous permet d'apporter toute cette dimension dans la CSRD et d'en faire, comme on le disait tout à l'heure, un exercice stratégique. Et grâce à nos experts, on va pouvoir vraiment, au-delà de la dimension prospective qui est prise en compte dans la CSRD, aller plus loin, aller voir la direction et poser des scénarios prospectifs et dire c'est quoi votre vision, en quoi vous croyez et comment vous allez prendre vos partis pris. Et c'est la seule manière d'inscrire, à notre sens en tout cas, vraiment des leviers de création de valeur durable et économique pour l'organisation en ce sens-là. Et une fois que ces orientations stratégiques elles sont posées, ce qui est passionnant, c'est qu'en fait on se rend compte que, pour faire le lien avec la chaîne de valeur dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir besoin des parties prenantes et que voilà, les dialogues et la manière de co-construire est passionnante. Et alors ça, c'est aussi une question de pédagogie. Nous, chez Des Enjeux des Hommes, toute personne qui est consultant est aussi formateur. Donc ça veut dire que quand il forme, il sait de quoi il parle parce qu'il a des missions
qui mène en parallèle. Et quand il est avec sa casquette de consultant, il est habitué à faire un effort de pédagogie. Donc, je trouve que c'est important aussi d'avoir cette notion en tête. Et au-delà de la matrice de double matérialité, ce que Marie-Laure appelait tout à l'heure et que vous avez repris, les vulnérabilités ou les fragilités, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui pourrait mettre mon business en péril dans les 10 prochaines années? Est-ce que j'ai des impacts qu'on pourrait me reprocher? Est-ce que j'ai des risques que je ne gère pas bien? Est-ce qu'au contraire, j'ai des impacts positifs, mais peut-être que je ne les valorise pas suffisamment? Est-ce que je peux aller prendre des parts de marché, me différencier, devenir une entreprise en encore meilleure santé? Parce que ce que j'apporte au monde, c'est génial, et donc j'ai raison de grandir. Voilà. Ça, c'est aussi une manière de tordre les datas et de les rendre intelligibles, utiles pour prendre des décisions. La maths phi et la maths d'impact dans une matrice où on regarde ce qui est en haut à droite, c'est le début de la conversation. Il y a tout un tas d'autres manières de regarder l'information qui est très intéressante. Et alors peut-être, si vous avez envie, Sophie et Camille, est-ce que quand on parle de vulnérabilité ou de levier de création de valeur, il y a des choses comme ça que vous avez envie de citer, que vous n'auriez pas évoquées tout à l'heure, qui ont émergé dans ces discussions? Oui, moi je veux bien y aller. Sur le SRS biodiversité écosystème que vous maîtrisez par cœur, on n'avait pas identifié le risque de tension sur les locaux commerciaux liés à la loi zéro artificialisation nette, et donc qui est quand même un problème pour nous. Si on n'a plus d'opportunité de s'installer dans des magasins et des points de vente, ça risque d'être compliqué. Et donc on n'avait pas identifié à quel point c'était important pour nous d'aller travailler ces sujets-là et dans le plan d'action, du coup, de travailler nos modèles différenciants ou les choses qui nous différencient chez EasyCash pour pouvoir préempter ces locaux-là et être un peu plus sexy aux yeux des bailleurs. Oui, moi je peux prolonger ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de ne pas parler que de conformité, mais aussi de levier de développement. Le droit, il s'est énormément diffusé et aujourd'hui, à peu près tous les départements d'entreprise doivent le comprendre et s'en emparer. Ça a beaucoup commencé avec le RGPD, ça va continuer avec le devoir de vigilance, bon, la CSRD évidemment, la CS3D. C'est plus devoir de vigilance, c'est CS3D, ou les AI Act. Donc si nous, on doit de plus en plus parler à des gens qui ne sont pas des praticiens du droit, on vous adore, on continue à leur parler leur langue, notre langue commune, mais on doit aussi savoir parler la langue des entreprises. Et vraiment, on ne l'a jamais autant fait qu'avec la CSRD, on va continuer à le faire. D'ailleurs, les AI Act, on s'est pareil positionné en pionnier, on a été signé les AI Pact. Et voilà, en fait, on va maintenant faire systématiquement ce qu'on a fait sur la CSRD, sur toute cette nouvelle législation. Donc, c'est un vrai gros changement important pour nous. Et en fait, dans toutes ces réflexions, et je pense que la CSRD, c'est un super exemple d'une loi dont l'esprit, parce que je connais cette expression grâce à Camille, l'esprit de la loi. L'esprit est génial. L'esprit, c'est vraiment un esprit d'aider les entreprises européennes à être compétitives, à se poser des bonnes questions, à mettre en place des plans d'action avant qu'il soit trop tard, pour ne pas souffrir, et en termes de temps et en termes de moyens, à le faire au dernier moment. Ce que je trouve intéressant, c'est que nous avons, ici dans cette salle, un rôle à jouer aussi dans la manière dont les choses évoluent. Parce qu'il y a des gens qui sont des régulateurs qui vont coder la loi. Il y a des gens qui vont parfois faire du lobby pour l'amener dans une direction ou une autre. Et puis après, il y a les gens de terrain qui le mettent en place dans la vraie vie et qui ont aussi un avis à donner. Donc nous, on se sent aussi responsable, au même titre que le FEV Dalloz, de faire du retour, du feedback en disant là, c'est trop compliqué. Là, il nous faudrait un outil parce que là, c'est pas adapté. On va perdre les petites entreprises. Là, vous allez effrayer tous les dirigeants et c'est pas ce que vous voulez faire. Voilà. Donc on se sent aussi partie prenante du dialogue sur tout ça. Alors peut-être une question. Tout à l'heure, on parlait de mon fameux cycle là de 3 ans. Le but, c'est pas de se faire la double matérialité tous les ans et de dépenser tout notre temps et tout notre budget à faire ça tous les ans. On fera des updates dans les années 2 et les années 3. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait... Alors, je vais citer à la volée plein de mots de jargon juste pour que ce soit drôle. Donc, on a fait sa double mat. On a choisi les enjeux grâce au Zero, qu'on a coté évidemment. Ensuite, on a identifié les data points et les disclosure requirements. On a fait sa gap analysis, très important. On a réalisé peut-être son premier audit, à blanc ou pas à blanc en fonction de l'année à laquelle on est soumis. Et on est en train de préparer le sommaire et les textes et illustrations de sa DRD. C'est le nouveau nom du rapport de durabilité. Très bien. Il se passe quoi après, Marie-Laure ?
Après, c'est une vaste question. Non, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que l'exercice finalement, il fait que commencer. Pourquoi ? Parce que les orientations stratégiques qui n'ont peut-être pas été toutes arrêtées, d'ailleurs, parce que c'est aussi un processus qui s'inscrit dans la durée, le temps de prendre conscience d'un certain nombre de choses, etc. Il va falloir le mettre en œuvre et que c'est pas juste en mettant des points de données dans un reporting que les choses se font. Il faut créer ces plans d'action de manière transversale, de manière systémique, avec son écosystème. Et puis surtout, il faut derrière le mettre en place opérationnellement et identifier les métiers qui vont avoir la nécessité de transformer leur manière de travailler. Et donc, ce qu'on s'attache à faire, en tout cas dans les missions qu'on accompagne, c'est vraiment de pouvoir identifier ça. Et on peut vous donner quelques exemples des leviers d'action, en tout cas, qu'on fait assez régulièrement. Le premier, c'est d'avoir un chantier métier par métier pour comprendre en quoi le métier va transformer et comment on va former finalement un métier pour appréhender ces enjeux de demain et qui comprennent et qu'il ait des clés pour appréhender son métier. Le deuxième, ça va être des projets qui sont plus transversaux, notamment quand on touche aux achats responsables, un vaste sujet puisque une partie des impacts repose sur la chaîne de valeur et aussi les dépendances économiques. Donc là, il y a un travail qui est vraiment important, en tout cas à cet égard, ou d'économie circulaire. Enfin voilà, les deux peuvent être liés. Donc là, on va vraiment sur des projets qui sont plus transversaux, plus globaux. Et puis, ce qu'on fait de plus en plus, et c'est vrai qu'on est sollicité en tout cas de plus en plus à cet égard-là, c'est aussi d'avoir une nouvelle manière de travailler et notamment les directions, les COMEX, les CODIR, ils ont envie d'avoir un œil extérieur dans leur gouvernance, un œil avec des parties prenantes et réfléchir à des nouvelles manières d'appréhender leur business, tout simplement. Super. Et alors justement, revenons au terrain. Donc, dans vos entreprises, Camille et Sophie, là, encore une fois, à des niveaux d'avancement de la démarche qui sont un tout petit peu différents, mais qu'est-ce que vous êtes peut-être en train de faire aujourd'hui pour diffuser, pour déployer Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se passent en ce moment là à ce niveau-là ? Oui, tout à fait. Là, donc, comme je l'ai dit, maintenant on est dans la phase pleine de déploiement. Alors, on reprend toujours le pourquoi. Ça, c'est essentiel. On reprend toujours la méthodo. Je vous l'ai dit, on a besoin qu'elle ne soit pas rechallengée. Et on présente le fait que plein de gens dans l'entreprise et de tous les départements contribuent à tout ça, sont les porteurs. Ce n'est pas quelque chose qui vient juste de nous. Et puis on traduit chacun des enjeux très concrètement. Je vais être justement très concrète. On fait des webinars et dans toutes les langues pour que chacun s'approprie le sujet, pas que en anglais. C'est important cette histoire de langue. D'ailleurs, quand je dis langue, en fait, c'est français, anglais, espagnol, etc. Mais surtout pas le jargon que tu as utilisé. On ne parle même pas de double mat, on ne parle pas de CSRD, on n'utilise aucun de ces termes. Mais j'en parle que dans cette conférence. Ouais, en dehors, jamais. Ouais. Chez les clients, jamais. Et puis donc à la fin de ces webinaires, en fait c'est un webinaire, on a une sorte de questionnaire interactif où on prend chaque enjeu et on dit voilà ce que vous pouvez faire vous concrètement, individuellement. Voilà ce que peut-être vous faites déjà, vous vous rendez même pas compte que ça vient servir quelque chose de plus grand que ce que vous faites juste au quotidien, mais d'environnemental ou social ou éthique. Et en fait, il coche, ah oui, tiens, ça je le fais déjà, ça j'aimerais bien le faire, etc. Et on a fait l'exercice qui n'est pas simple, mais en fait absolument essentiel, traduire chacune de ces priorités en actions concrètes et qui doivent concerner tout le monde dans l'entreprise, chacun, quel que soit son département, et son métier doit pouvoir se reconnaître là-dedans. Et Sophie, côté EasyCash, alors en interne, tu parlais aussi des franchisés tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent déjà ou on t'a dit ça va arriver bientôt? Peut-être que c'est dans les cartons mais que ça n'a pas encore eu lieu. Alors nous, on vient tout juste de finir la double mat il y a même pas un mois. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas la laisser sur son ordinateur, c'est d'aller l'expliquer aux gens c'est quoi ce truc-là et qu'est-ce qu'il en sort. Donc nous, on a identifié 5 défis stratégiques et donc c'est via ces 5 défis stratégiques qu'on vient expliquer les résultats de la double mat. Vous verrez souvent, il y a des recoupements que vous allez pouvoir faire si vous menez une trajectoire carbone, vous allez pouvoir lier peut-être plusieurs impacts négatifs sur les ESRS. Donc le fait de faire des gros paquets aide à expliquer les résultats de
la double matérialité. Et donc après, effectivement, on a un enjeu de mobiliser. Il va falloir qu'on lance notre campagne de remontée des indicateurs en février pour faire notre premier rapport. Et on va pour ça questionner 140 entrepreneurs que sont nos franchisés pour nous remonter ces éléments-là. Et une chose est sûre, c'est que si on leur dit pas pourquoi et qu'ils comprennent pas le sens, ils vont pas le faire ou de façon très mal. Et donc du coup, on a un enjeu là-dessus de fiabiliser la remontée de ces données-là. Mais pour ça, il faut qu'on explique pourquoi ils font cet exercice-là et quels bénéfices eux, en tant que chefs d'entreprise d'une très petite entreprise, voilà, ce temps consacré va rapporter quoi pour eux. Voilà pour moi. Génial. Alors, 2 choses. D'abord, j'ai envie de vous remercier. Je pense qu'on peut vous applaudir. D'avoir défriché le sujet. Et alors, on a démarré sans avoir une conférence avant nous. Et moi, je suis absolument tyrannique quand je passe après quelqu'un d'autre pour que le timing soit respecté. Mais nous avons 5 minutes avant de devoir libérer la salle. Donc, ce que je propose, on va prendre 2 ou 3 questions. On répondra peut-être pas à toutes. Je vais essayer d'en sélectionner au moins une et de l'orienter vers nos experts et témoins. Voilà, question courte qui amène une réponse courte pour qu'on puisse avoir ces questions. C'est toujours un défi en 45 minutes de pouvoir interagir avec la salle. Levez la main et vous avez une personne de l'équipe qui vous apportera un micro. Ah, allez-y. Je fais court, je voulais vous dire bravo. Je trouve que ça illustrait vraiment le rôle du conseil parce que je vois beaucoup d'entreprises qui ont cette DP anxiety et je trouve que là, en fait, c'est une approche qui fait que ça rend l'exercice motivant et sympa. Merci. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de double matérialité. Je voulais poser la question à Sophie et Camille. Est-ce que vous avez bien finalement résolu votre DP anxiety sur la partie rapport? Ok. Alors attends, je vais juste prendre une autre question. Comme ça, on les aura toutes et on pourra gérer le temps. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Bonjour, merci pour vos témoignages. Moi, j'avais une question un peu sur la partie justement inclure les collaborateurs par rapport aux enjeux qui sont issus de la double mat. Pour ma part, là, moi, je suis en plein dans la rédaction du rapport parce que je suis soumise dès cette année. Du coup, on a fait l'analyse de double mat, mais là, on n'a pas le temps d'aller sensibiliser les collaborateurs et les intégrer vraiment tous un par un à cette démarche-là parce qu'on est en DP anxiety. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je voulais savoir un peu quels sont vos conseils pour... Enfin, je ne sais pas après quels sont exactement là... Vous avez dit que vous étiez 70 chez EasyCash, mais dans mon groupe, on est à peu près 3000 dans le monde. Du coup, c'est hyper dur d'aller sensibiliser tous les pays qui sont en plus pas tous européens, CSRD, tout ça. Donc, okay. Voilà. Donc, il y a la question globale de un peu... de la complexité, y compris sur la partie rapport. Et puis, comment est-ce qu'on peut, peut-être en aval, dans votre cas, impliquer les collaborateurs, même si dans vos 2 cas, ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a anticipé dès le début. Et donc, dans le processus, on avait déjà... voilà. Qui veut répondre? Sur l'anxiety, les data points. Alors nous, on a eu la chance d'être en contact avec ceux qui l'ont fait, cette loi, au Parlement européen, et qui nous ont détendu. C'est-à-dire cette loi, c'est vraiment une obligation de faire et de dire, et pas de faire. Et on n'est pas obligé de tout faire tout de suite. Nous, concrètement, on est passé de 1200 data points à 480, dont une centaine qui sont des indicateurs quantitatifs. Donc, Et on a pris le temps, c'est vrai qu'on a le temps. Donc en fait, on y est allé en biseau. Petit à petit, on monte les marges de la DPEF à la CSRD. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement anxieux. Comme disait une collègue, on n'est plus anxieux pour la taxonomie maintenant, mais la CSRD, on n'est plus du tout anxieux. Ah, il faut qu'on en parle. Je vais te détendre. Nous, sur la partie KPI, ça va être une première fois qu'on va demander ce type d'indicateur à nos franchisés. Donc, ça va être une première en termes de vulgarisation. Et on n'a pas encore identifié avec des anges et des hommes le nombre. À la rigueur, peu importe le nombre, c'est surtout comment et par quel biais ou avec quel outil on va pouvoir aller solliciter ces gens-là pour faire gagner le plus de temps possible, mais aussi leur en faire perdre le moins possible à eux dans cet exercice-là. Donc, soyez vigilants à ça, mettez-vous à leur place en disant je suis en train de lui demander cet indicateur-là, pour moi il a vachement de sens, mais pour lui peut-être pas du tout, et il va peut-être se poser la question mais pourquoi je suis en train de lui dire je sais pas moi le pourcentage de consommation énergétique décarbonée. Alors moi rien que ce mot-là il me regarderait bizarrement, mais voilà, essayer de vulgariser au maximum ce sujet-là. Voilà pour la partie KPI.
Après, je peux continuer pour la partie... Attends, je voulais juste faire un commentaire là-dessus. Je fais un clin d'œil à une discussion que j'ai eue avec une personne qui travaille sur ces fameux outils que vous avez besoin peut-être de choisir dans les prochains mois. C'est une vraie réflexion de dire est-ce que j'ai un outil tout de suite ou est-ce que j'attends. Nous, notre sentiment, c'est qu'il vaut mieux avoir un outil tout de suite parce que tout ce que vous allez faire va venir s'incrémenter dans l'outil. Et je vous prends juste un exemple. Si j'ai des gens qui ne sont pas experts et que je leur dis pourrais-tu me donner tes émissions de carbone et peux-tu vérifier que le facteur d'émission que tu as utilisé est correct? Pas forcément facile. Si je lui dis écoute, t'inquiète, si tu me donnes les kilomètres parcourus, ça me va et moi je fais le travail avec mon outil. On est à nouveau dans cette pédagogie. Qu'est-ce qui est intelligible, qu'est-ce qui est compréhensible? Et puis après, on peut faire des calculs sur la base de données qui ne sont pas toujours celles dont on a besoin à la fin. Donc il y a aussi une vraie réflexion de comment vous allez récupérer les datas et de comment vous allez pouvoir ensuite bien répondre à la réglementation. Sur la partie embarquement, vous avez déjà répondu un peu par rapport à votre expérience. Est-ce que vous voulez réagir à la question qui est posée? Nous on a pris le parti pris avec ces 5 défis stratégiques de les rendre intelligibles pour les métiers. Et donc, chaque métier doit avoir un de ses objectifs dans les 5 défis stratégiques. Et donc, forcément, ils ont l'impression, enfin, en tout cas, ils sont liés à cette démarche-là via un de leurs objectifs personnels ou métiers qui fait référence à un défi stratégique qui soit émane de la CSRD, soit de la raison d'être, soit de la CEC. Enfin, bref, peu importe le pourquoi on le fait, le tout, c'est de savoir avec qui on le fait. Et donc, ça peut être un sujet intéressant de trouver des objectifs qui leur parlent du quotidien. Et alors nous, on a un groupe qui est peut-être assez proche du vôtre, parce que nous, on est 2500 et dans plusieurs pays, alors qu'ils sont tous soumis. Mais je reviens sur le point. Au début, on a essayé de faire des choses globales en essayant d'expliquer à tout le monde en une fois, ou en tout cas de façon globale. Et petit à petit, on s'est dit que ça ne marchait pas. Et qu'il fallait qu'on aille dans les pays, qu'on leur raconte dans leur langue, qu'on écoute leurs questions. Et ça change tout. Je crois dans les dernières semaines, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et après, on pourra en reparler plus précisément si vous voulez. Il y a une chose que je n'ai pas mentionnée et qui me semble fondamentale, nous, c'est qu'on a un soutien énorme et très concret de la direction. Le président lui-même commence presque toutes ses réunions en disant pour moi, il y a 5 lettres, c'est IAESG. Voilà, ça pose le truc. Et le COMEX a dans ses objectifs, dans leur variable, une partie qui est liée à l'atteinte des objectifs ESG. Donc ça, c'est très concret. Oui. Et ça parle à tout le monde. Donc en fait, quand on dit ça, du coup, les collaborateurs sentent qu'ils ne sont pas juste seuls dans leur coin et les boss font le business. On est vraiment tous ensemble et c'est essentiel, ça, ce support de top management. Peut-être une toute petite idée qui me vient. Ce qui est intéressant quand on a fait le travail et qu'on peut le partager, c'est d'interroger à blanc. Qu'est-ce que tu mettrais comme étant les plus gros risques? Qu'est-ce qui nous rend vulnérables? Qu'est-ce qui pour toi est différenciant? Puis après, tu dévoiles, vous dévoilez la réalité du travail. Et puis après, il y a vraiment ce que Camille a dit, c'est-à-dire le générique, c'est bien, mais le spécifique, c'est mieux. Et donc, il faut aller parler de la double matérialité appliquée à la business unit, appliquée à la filiale, etc. Et je pense que c'est en effet une bonne manière. On revient au terrain, on revient à la réalité de l'activité de l'entreprise. Alors, on va s'arrêter là pour tout de suite. Évidemment, on vous donne rendez-vous sur le stand de Des Enjeux et des Hommes et on va emmener nos speakers à l'extérieur de la salle pour que vous puissiez éventuellement vous approcher d'eux. Marina a ouvert avec une citation. Je vais terminer par une autre citation. On a un de nos anciens papes qui disait « N'ayez pas peur de la CSRD. Faites de la CSRD un truc aussi génial que l'esprit de la loi qui va nous aider à transformer nos boîtes. Ça peut être très fun. » Voilà, rendez-vous sur le stand 231. J'ai un problème avec les chiffres ce matin. Merci Olivier. Merci Olivier.